Antoine, Oui. tu peux leur expliquer pourquoi tu as un parapluie en intérieur alors qu'il ne va pas pleuvoir? Bah, tu sais, on n'est jamais à l'abri. Hein. Là, il pleut. Toi, t'es mouillé. Moi, je suis au sec. Hein. Ok. Tu veux peut-être mettre un kawaii encore en dessous ou ça va aller? Franchement, en vrai, pourquoi pas? Ok. Est-ce qu'on est là pour ça? Non, peut-être pas. Pas tout à fait, ouais. Je crois qu'on n'est pas là pour vous parler purement de parapluie, mais bon, écoute, ce parapluie me protège de la pluie. Parlons maintenant de tester ces trichés plutôt. Et vous allez comprendre cette histoire de parapluie. Ok. Je m'appelle Antoine Caron, comme Mathieu m'a présenté. Je suis Engineering Manager chez Scaleway et j'ai l'honneur de vous présenter Sir Jules Poissonnet. C'est moi. Comme l'a dit très bien Mathieu, je suis alternant chez Bedrock Streaming. Il y a des gens de Bedrock ici, donc j'ai peur. Et donc, si on est là avec Antoine et son parapluie, eh ben, c'est pour vous parler un petit peu de test. Yes, clairement. C'est un sujet qui est souvent abordé en conférence, mais qui est souvent présenté de manière très dogmatique. On vous dit c'est comme ça qu'il faut faire des tests, vous devriez faire des tests, vous ne devriez pas en faire, vous devriez les faire comme ça, etc. etc. Nous, on n'a pas cette volonté-là dans ce talk. On veut vous amener à réfléchir sur votre vision de l'usage de vos tests et de ce qu'ils vous apportent et en quoi ils peuvent vous aider au quotidien et sur le long terme. L'idée, c'est d'avoir des réflexions et que vous repartiez avec des envies peut-être diverses sur vos projets et que vous regardiez votre test base autrement. Alors, pourquoi tester, c'est tricher? Pourquoi ce nommage de présentation? Tricher, c'est aller au-delà des dogmes et des principes établis. C'est franchir la ligne interdite. Et donc, peut-être que dans son talk, on va légèrement tricher. Moi, je pense que pour commencer, on va prendre un objet du quotidien et on va voir comment on pourrait le tester. C'est là qu'intervient l'utilité du fameux parapluie. Ouais. Comment on fait? Comment on pourrait tester un parapluie, Jules? Je sais pas, je connais pas vraiment les technos qui permettent de tester les parapluies. Ça, c'est ta première question. C'est quand tu veux tester un parapluie, c'est quels sont les technos pour tester un parapluie? Perso, je préfère me demander qu'est-ce qu'on va tester, comment on teste globalement un parapluie, Antoine? Ça, c'est une riche idée, en fait. T'as vu ce que tu dis. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi fort qu'il est bête. Hein. Qu'est-ce qu'on va tester? C'est la première question qu'on va se poser et on va essayer d'établir une stratégie de test qui est relative à notre parapluie. Moi, j'ai envie de te dire, Jules, la première chose qui est importante dans un parapluie, c'est la toile. Parce que si tu fais un parapluie en slip de bain, par exemple, ça va pas fou, tu vois. Donc, il faudrait une matière imperméable dans ton parapluie. Ok. Et on va essayer de choisir une toile, et pour la choisir, on va peut-être regarder que la toile dans un premier temps, essayer de faire un découpage, une sorte de subtilité test unitaire, voilà, de la toile, et pour vérifier que c'est bien hydrophobe et que au moins ça va nous protéger de l'eau. Ouais, on n'a pas besoin de tester tout le parapluie pour voir si la toile est hydrophobe, on peut juste tester la toile directement. Après, dans les faits, Jules, moi, de tous les parapluies de ma vie, c'est jamais la toile qui a ripé, hein. C'est souvent cette partie-là qu'on appelle le mécanisme. Et alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Jules? Eh ben là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas qu'une seule pièce à tester. On va être obligé de tester un agencement de pièces, un ensemble, et voir si ça tient dans le temps, dans la charge, et on va vouloir simuler le fait que le parapluie s'ouvre et que le mécanisme s'actionne un grand nombre de fois. Et en fait, on va appeler ça un test d'intégration, subtilité toujours. Et là, on sera bon. Ouais, parce que le mécanisme en soi, tester les pièces en elles-mêmes, c'est intéressant, mais c'est l'ensemble du mécanisme qui a une solidité, qui a une rigidité. Ok, mais dans les faits, Jules, le mécanisme, il pète pas quand on l'ouvre et qu'on sort. Hein. En général, tu es dans la rue, tu prends une bourrasse devant, et ton parapluie, il fait « Oh !» et il se retourne, tu vois. Et on fait quoi, du coup? On va attendre qu'il y ait du vent dehors pour commencer à fabriquer nos parapluies et voir s'ils sont résistants. On fait ça? Peut-être qu'on pourrait moquer le vent avec une soufflerie, tu vois. Ne pas attendre qu'il fasse du vent pour pouvoir produire des parapluies. Ça serait quand même pas trop mal. Donc là, en mettant dans notre stratégie donc, unitaire à la toile d'intégration du mécanisme et une soufflerie pour simuler le vent, on se retrouve avec un parapluie résistant au vent, qui s'ouvre et qui se ferme, et qui est hydrophobe. Est-ce qu'on est bon là? On ne sait pas en fait si le bonhomme qui tient notre parapluie, il est sec en dessous. En fait, on sait que notre parapluie, il résiste à l'eau, il résiste au vent, mais nous, on ne veut pas un parapluie qui résiste au vent. Nous, on veut un parapluie qui nous protège de la pluie, a priori. C'est même dans le nom. Et donc, il faudrait qu'on puisse faire un test de bout en bout, subtilité, et où on va vraiment mettre quelqu'un sous notre parapluie, sous la pluie, et voir est-ce qu'il est sec à la fin. Ouais, ça serait bien de savoir si la personne qui est exposée à la pluie est bien protégée, ce qui est le but premier de l'objet.
Et puis peut-être pour des nouveaux, alors là on tire sur la ficelle de la métaphore très très fort, Subtil. mais si on veut tester des nouveaux modèles de parapluies, on pourrait les envoyer à une population sélectionnée d'utilisateurs de parapluies et d'utilisatrices de parapluies, puis leur demander est-ce que tu es plus ou moins sec, et ça nous permettrait de savoir si ça marche, quoi. Bon, après cette parabole très douteuse, ce qu'il faut retenir, c'est que le nommage qu'on a proposé ici de nos typologies de tests, normalement, il devrait fâcher une partie de la salle. Parce que vous n'avez pas le même nommage pour les mêmes typologies de tests qu'on a évoquées. C'est normal, il y a un vrai non-consensus sur qu'est-ce qui est unitaire, qu'est-ce qui est intégration, qu'est-ce qui est end-to-end, qu'est-ce qui est mock, etc. Et à ça, on a envie de dire avec Jules, on s'en fout. En vrai, un peu appelez-le, fort, ouais. appelez-le comme vous voulez. C'est très bien. Appelez-le comme vous voulez, tant qu'on est à peu près d'accord sur le concept derrière. Peut-être la métaphore du parapluie peut vous aider à vous projeter dans une discussion, à savoir de quelle typologie de test on parle. Ok, c'est cool ça, mais dans les faits, quelle stratégie on impose dans les tests dans la vie quotidienne? Quel modèle on a en tête quand on dit, voilà mes typologies de tests et qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie pour que je m'en sorte avec mes tests. Il y a un modèle qui ressort. Peut-être dans la salle. Peut-être dans la salle. Un modèle, si on vous dit modèle, test, il y a une forme géométrique, 3 côtés. Oui, je le vois. Voilà, la pyramide. Les Illuminati des tests. Donc la pyramide des tests, qui est un modèle théorique qui ressort beaucoup quand on demande aux gens tu penses à quoi en modèle des tests. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'ai fait l'exercice et vous pouvez aller le faire vous-même sur vos téléphones. Vous tapez pyramide des tests dans Google Images et là, je vous ai fait une petite soirée diapositive des différents formats de pyramide. Donc là, on a une pyramide arc-en-ciel. C'est dommage, la slide est coupée, mais dans l'idée, vous avez une pyramide des tests qui a plusieurs étages, où il y a des composants, intégration, API. Alors, il n'y a pas de parapluie pour vous aider, donc à vous de définir à peu près ce qu'il y a dans vos étages de parapluie. Et puis en haut, il y a un nuage qui semble bloqué en haut de la pyramide. Bon, ça, on ne le savait pas, mais peut-être aller en Égypte pour voir ça. Bon, il y a des dimensions sur les côtés, ça peut peut-être vous aider aussi, je sais pas trop. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une pyramide des tests qui a encore plus d'étages, qui est une pyramide des tests de l'accessibilité, parce que vraiment, il y a des contrastes qui sont là pour nous aider, et dont l'unité est en dollars américains. Toujours. Et puis, celle-là, elle a le bon goût du maison, elle est faite avec le cœur, il y a moins d'étages, je dirais qu'elle est horrible. Et vous avez vu qu'il y a une flèche qui semblerait indiquer une notion linéaire, mais non, parce que sur la droite, il y a des chronomètres. Donc on dirait que l'échelle des chronomètres n'est pas linéaire. Par contre, rassurez-vous, celle-là, vous pouvez l'appliquer à la maison, parce qu'elle est en euros. Tout ça pour dire, en fait, c'est quoi l'enfer de ces pyramides des tests et ce modèle théorique? C'est que sur toutes ces pyramides que je vous ai montrées là, à chaque fois, je l'ai extrait d'un article qui est référencé à la fin de notre talk, où c'est présenté comme la pyramide des tests. Elle a quand même beaucoup de tête, cette pyramide des tests, pour oser exprimer que c'est la pyramide des tests. Ouais. Alors quand j'en ai parlé à Jules, je dis « Ah, ça te dirait pas, on parle de tests ?» Et j'ai dit « Mais ce serait peut-être cool qu'on aille chercher ce que c'est que la pyramide des tests. » Historique. Ça vient d'où? Et ça vient même de... De qui? De qui? Déjà, je vais casser un truc, c'est pas Martin Fowler qui a inventé la pyramide des tests. Son article a été très vu, mais c'est pas du tout lui qui a inventé ce modèle-là. Il a repris d'un certain Mike Cohn, qui est juste ici, qui le présente dans un livre qui s'appelle Succeeding with Agile Software Development Using Scrum. Et ce livre est de 2009. T'étais où en 2009, Jules? En 2009, je suis en CE1 parce que j'ai sauté une classe. Sinon, j'aurais dû être en CP, donc à coller des gommettes, un peu compliqué. Et ben, tu vois, lui, il a sorti un bouquin qu'on a galéré à acheter, mais qu'on a trouvé. Et on a été trouver la première référence à l'évocation de la pyramide des tests. Et pour pas vos mythos, preuve, on a fait une photo. Hop là. Ça, c'est la pyramide des tests de Mike Cohn. Une screenshot d'un objet physique. Donc, dans sa pyramide des tests, il définit 3 étages. Donc, pas de délire de 12 étages avec des nuages, des échelles en dollars, etc. Il met juste en haut les tests d'interface graphique, suivis de tests de service, ce qu'il va définir comme des tests de groupement d'unités, de groupement de choses dans son application. Et en dessous, tout ce qu'il va qualifier de tests d'unité de code, qui va laisser la définition un peu libre dans son livre. Et il définit cette pyramide. Alors, ces tests apportent beaucoup, ils sont en haut de la pyramide. Ces tests aident un peu moins parce qu'ils sont trop proches du code, mais ils sont faciles à écrire en bas. Et surtout, ce modèle, il évoque dès 2009 les limites de sa pensée.
C'est-à-dire qu'il trouve que son modèle est une projection de son idée, mais il trouve que c'est déjà à l'époque de la merde. Donc, c'est un peu dommage. Il faut se rappeler qu'on est en 2009. Et qui a fait des tests d'interface graphique en 2009 ici? Pas moi, du coup. Ouais, bah, y a des survivants, apparemment. Moi, j'en ai fait en 2014 avec PhantomJS et tout. Il y a des gens qui sont responsables de ce malheur envers moi dans cette salle. C'était très douloureux, dur à maintenir, pas forcément très stable. Et c'était quand même une stack très compliquée à setup. Ça demandait des heures et des heures. On a un peu l'impression d'être le seul au monde à faire ça. Et c'était très compliqué. Donc, à l'époque, Maicon, il dit, c'est un énorme coup, les tests d'interface, parce que tester un browser, c'est très compliqué. Et il espère, dans une phrase en italique, il dit « J'espère qu'on aura résolu ce problème d'ici quelques années, et peut-être que mon modèle, il fera plus sens. » Dans les faits, on retrouve des dizaines d'articles de blog aujourd'hui qui parlent de la pyramide des tests, comme si ce modèle était immuable. Si vous êtes fan de modèles, ouais, ça coupe un peu. Il y a un demi-QR code, mais pourquoi donc vous devinez le reste, mais on a mis des liens, et de toute façon, à la fin de la présentation, on vous donne tous les liens de nos articles. On n'aura pas le temps de passer sur tout ce qu'on va creuser. Je ne suis pas du tout en train de meubler le temps qu'il règle le problème. Ouais. Mais en tout cas, on vous donnera les... Oh, mais il va faire afficher les QR codes. Très bien. Et donc, on va référencer plein d'articles parce qu'on n'aura pas le temps de tout creuser en détail, et on va même référencer des conférences. N'hésitez pas à les flasher, on a tous une appli de flash depuis le Covid, donc allez-y. Mais après, si vous ne le faites pas maintenant, c'est pas grave, on vous filera le lien du On n'a pas de réseau en plus, donc galérez. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est plus récent, il a été partagé par un Lyonnais qui s'appelle Younes Jaidi dans un article sur les stratégies de test. On ne va pas vous le présenter en détail, mais lui déjà, il casse la notion de unitaire et service, qu'il trouve trop vague. Il dit les tests qui sont proches de l'implémentation et les tests qui sont loin de l'implémentation. Et il dit que globalement, il faut avoir beaucoup de tests qui sont pas trop proches de l'implémentation. Et plus on se rapproche de l'implème, plus il faut minimiser cette quantité. Et au-dessus de ça, qui aura plus de valeur, mais qui aura un coût imposé, c'est les tests en largeur, que ce soit des services unitaires ou fonctionnels. Et tout en haut, les canary release, ça aura plus de coûts, mais ça aura plus de valeur aussi. Donc ce modèle-là, il ressemble un peu à la pyramide, sauf qu'il ne classifie pas, il n'utilise pas unitaire et fonctionnel, et il expose aussi que les tests unitaires apportent des problèmes de maintenance si on écrit énormément de code qui ressemble beaucoup à nos sources. Est-ce qu'on n'écrit pas 2 fois notre code? Donc, après vous parler de modèles théoriques, ce qu'on aime bien faire avec Jules, c'est poser des questions quand on rencontre des gens. Et la question qu'on aime bien poser, c'est... Eh bien, comment vous testez? C'est quoi votre stratégie de test? Ouais, c'est un institut de sondage très pipoté. Pipo, c'est nous. En fait, c'est biaisé par nous. Et en fait, on a pris les catégories de réponses qu'on a à cette question-là. On a fait des clichés. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certains, peut-être dans plusieurs, peut-être dans aucun. Et on va essayer de donner des conseils concrets à ces catégories un peu de personnes-là. Ouais, on va les critiquer au sens sain de la critique. C'est-à-dire que normalement, vous devrez vous retrouver dans un ou plusieurs de ces groupes et on va en dire du mal de tous. Donc, accrochez-vous à votre siège et des accoudoirs de chaque côté, c'est le moment. Le premier groupe, c'est les believers. Les believers, c'est les gens qui croient. Ils ont comme stratégie de test, nous on ne teste pas, on n'a pas le temps. Souvent, cette réponse, je l'ai beaucoup eu parce qu'en entretien, et c'est une personne dans la salle, on posait souvent cette question avec un certain Florent. Est-ce que tu as déjà fait des tests? Est-ce que tu fais des tests? Et la personne me disait non. Et du coup, dans ma tête, je me disais toujours, mais tu fais que du code qui marche? Parce que moi, sinon, il faut tester à la main, quoi. Parce que est-ce que tu fais des tests automatisés? Et à ça, la personne me disait, non, pas souvent. La réponse à cette question, j'ai rarement eu des gens qui disent, nous, on teste pas et on est fiers. C'est souvent teinté de frustration, on a décidé pour nous qu'il fallait pas en faire, ou alors on n'a pas les ressources, le temps, l'énergie, les connaissances, les compétences pour le faire, c'est trop compliqué à setup. C'est souvent très teinté de tristesse. Et vous allez dire, on abuse, ça n'existe plus en 2025, les believers. On l'a dit, c'est biaisé, parce que c'est nous qui posons la question. Donc, on a fait comme Mathieu tout à l'heure, on est allé sur State of JS et on a regardé sur l'année 2024. Est-ce qu'il y a une catégorie là-dessus? Spoiler, oui. On a regardé, ça c'est les réponses. Quand on pose la question, combien d'outils de tests automatisés vous avez utilisés en 2024? Et on a un petit 21% qui fait pas très plaisir. Une personne sur 5 en moyenne dans cette salle, si c'est l'échantillon représentatif, n'utilise aucun outil de test. On peut nuancer.
les 9% qui utilisent un seul outil d'automatisation de test, dans le tas, il y a des gens qui considèrent que Storybook, notamment State of JS, considèrent que Storybook est un outil de test automatisé. Voilà. On dit pas c'est pas bien, on dit j'ai un avis. J'ai un avis, voilà. Je ne le donnerai pas plus, mais voilà, j'ai un gros avis sur cette idée-là. Ne pas automatiser ces tests, c'est souvent privilégier une stratégie manuelle. Parce que, comme je disais, tout le monde teste. C'est juste, est-ce que c'est votre ordinateur qui le fait ou est-ce que c'est vous? Et ça se représente dans un anti-modèle de Alistair Biscott qui s'appelle le Ice Cream Model. Ce qui est rigolo, c'est la glace, mais en français, on se dit Ice Cream, je hurle aussi. Voilà. Vous reposez sur une masse nuagique non déterminée de tests manuels. Et des fois, vous allez avoir un anti-pattern. Les gens vont dire, les premiers tests qu'on va écrire, ça va être les tests automatisés end-to-end. Puis on va aller vers de l'intégration. Puis on va aller voir des units. Clairement, ça ressemble plutôt à un anti-pattern. Parce que vous allez peut-être vous retrouver dans ce truc-là. Votre objectif, ça va être de dire, ce que je rêverais faire, c'est du TDD. J'écris un test, j'écris un cas de test, je code, et après, j'ai plus qu'à nettoyer. Votre attirance, ça va être de dire, en vrai, ce truc-là, je vais vite fait le coder et puis j'écrirai les tests après. Ça, c'est l'attirance locale au moment où vous le faites. Et puis la réalité, c'est vous codez, vous testez, vous regardez si c'est à peu près bien centré dans l'écran, vous regardez si ça marche, si ça clique, vous débuguez, vous fixez, voilà. Et quand votre collègue vous dit, t'as fait quoi cet après-midi ? J'ai codé de ouf. Alors qu'en fait, vous avez passé l'après-midi à regarder votre écran s'il faisait exactement ce qu'il voulait. Clairement, sans parler d'approche TDD, full TDD, faire des tests, etc., reposer toute sa test base sur des humains qui font des tests, ça va avoir difficilement aller à l'échelle. Si votre produit explose en termes de fonctionnalité, votre nuage que je montrais dans le Ice Cream Model, il va devenir le nuage de Tchernobyl, quoi. Vous n'allez pas vraiment pouvoir le maintenir. Et donc cette stratégie du believer semble erronée. Après, les believers, c'est pas forcément la seule catégorie qui existe. On va aussi retrouver la deuxième catégorie, les technophiles. C'est Antoine, au tout début, quand il a parlé de parapluie et qui s'est posé la question, c'est quel techno pour tester un parapluie ? En fait, c'est le biais dans lequel on tombe quand on adore les outils, c'est des équipes qui sont très proches de leur code et qui répondent « je fais du Cypress, je fais du Jest, je fais du testing library, c'est trop bien, on est à jour de toutes les dernières versions, dans tout notre monorepo et dans tel techno, avec tel flag », on ne spoil pas la suite quand même, et en fait c'est très bien, mais c'est quoi votre stratégie ? Je sais avec quels outils vous allez le faire, maintenant, comment vous choisissez les domaines que vous testez, à quel point on voit ça souvent quand on impose de manière dogmatique la manière de tester en fait, et donc on fait des tests parce qu'on nous a demandé d'en faire, et c'est un petit peu en général un peu frustrant, donc les devs aiment bien compenser sur leurs outils. Ouais, c'est-à-dire que, est-ce que vous, dans vos projets, vous faites des tests parce que vous pensez sincèrement que c'est bien et que vos tests vous apportent de l'aide, tous vos tests vous apportent de l'aide, ou juste parce qu'à un moment on s'est dit qu'il fallait en faire ? C'est ça la réflexion qu'on voulait avoir. Et donc le technophile, c'est faire des tests juste parce qu'on se dit qu'il faut en faire. C'est ça, et du coup on s'éclate sur la partie techno, parce que quitte à s'obliger à faire des trucs, autant faire avec des technos qui nous vendent du rêve. Mais partie test, des fois, il y a des petits... Voilà, toute ressemblance avec la réalité. Ah, tiens, on perd le... Il y a du délai à la captation. Ici on a le test en Gherkin, donc c'est plutôt du langage naturel. Je vais tester une page 404 en regardant que ma homepage n'est pas affichée. Ça, c'est très bien. C'est du vrai code qu'on a vu dans un vrai repo. Ouais. Et quelle ne fut pas notre surprise quand, en enlevant le code de la page 404, le test est toujours vert. Ouais. Donc ça, on en tombe dans la stratégie de... On a dit qu'il fallait faire des tests. J'ai fait des tests. Bon, là, on teste une non-observation. C'est super. Ça ne sert absolument à rien. Déjà vu aussi le fameux test du « Oh, il y a un test qui fait quasiment ce dont j'ai besoin, donc je copie-colle, je m'en fous du titre. » C'est pas son... L'important, c'est qu'il s'exécute et qu'il soit vert. Le titre, il apporte rien dans le test. Donc, je le copie-colle et vous le trouvez dans les codebases. Levez la main si vous pensez vraiment sincèrement que vous n'avez pas un test, au moins un test comme ça dans votre test base, et vous serez des menteurs. Un autre test, qu'on voit souvent, surtout dans les technifront, et là on est au Lyon.js, donc je suis sûr dans la salle, vous avez peut-être fait des tests de rendu de composants où le titre, vous n'arrivez pas à trouver un titre, vous dites globalement ça doit se render,
je lui passe mon composant, puis qui plus est, j'ajoute un snapshot, comme ça, j'ai rien à faire. C'est super, ce composant, ça pourrait être un site web entier. Ou alors, rien, nul, et on le saurait même pas. Mais la snapshot n'a pas bougé. Donc c'est toujours nul. Donc mon code, non régression, on y va. On y va, on push. Hein. On ship. Clairement, on est sur la catégorie où il faut peut-être se poser des questions sur pourquoi on le fait. Ça peut être intéressant. La catégorie suivante, que j'ai spoilée, c'est les sceptiques. Rien à voir avec la fausse. On parle des gens qui doutent. Ce sont des gens qui vont dire que leurs tests permettent d'évoquer des doutes. Et ils vont avoir comme stratégie un coverage souvent très haut. J'ai entendu parler en entretien, quand je faisais passer des entretiens, ouais, nous, on fait des tests, on se met un coverage à 100%, mais au final, au bout de 6 mois, on est redescendu à 90% parce que c'était trop dur, etc. Il faut vraiment que tout soit testé, tout est hyper important. Bon, dans les faits, je le dis là, et je l'affirme droit dans mes bottes, le coverage n'est pas un indicateur de qualité des tests. Donc, avoir une stratégie de test qui est basée sur du coverage est, à mon sens, et je pense que je le partage mon idée... On dit pas c'est de la merde, on dit j'ai un avis. J'ai un avis sur le coverage. Fort avis. Un fort avis. On vous montrera des exemples tout à l'heure qui défoncent l'idée du coverage. Souvent, dans les stratégies très défensives de je me mets des objectifs très hauts dans mes tests. C'est pété. Mais pourquoi ça met juste réparer piège. Ça met du temps à s'afficher en fait. Pardon, j'ai paniqué. Vous avez peut-être entendu parler des gens, même genre Mathieu Lux le dit juste avant, c'est je pousse, j'ai 40 minutes de CI. Bon, quand c'est la partie déploiement, c'est grave, mais quand c'est la partie test unitaire, je trouve que c'est tout aussi grave. Si vous faites des tests pour gagner du temps et que votre délai de feedback devient énorme, est-ce que vraiment tout le temps vos tests vous apportent tout le temps de l'aide? Pareil, à cette problématique sceptique, on apposera des solutions tout à l'heure. La CI qui met 2 heures, personne ne le souhaite et personne n'a envie de ça. Et au final, est-ce que ça apporte de l'aide? Et la dernière catégorie, celle-là, on l'aime bien, Jules. Ouais, c'est les good enough. Les good enough, ils sont assez rares. C'est un spécimen shiny, puisque c'est des gens qui ont déjà fait un choix. Quand on leur répond, quand on leur demande, et vous, comment vous testez, ils nous disent, nous, on a pris notre app, on a identifié ce qui apportait de la valeur business, et on a testé ça. Et le reste, on manque un peu de ressources, ça peut être pour différentes raisons, mais ce qui est intéressant chez les good enough, c'est qu'ils ont fait un choix. Ça veut dire qu'ils ont fait une réflexion, qu'ils ont identifié des parties de leur application, et ça, c'est très cool, c'est très intéressant de discuter avec des good enough. Soyez un peu des good enough, soyez des never good enough, en fait, en fait, faire un assemblage, il faut être homogène, mais... Il faut se poser les questions de l'intérêt de nos tests. C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas, dans votre code base, un test que vous avez écrit, que vous n'avez jamais réouvert et qui est passé vert toute sa vie? Et un jour, vous détruisez le projet et vous tuez ce test qui a toujours marché. Est-ce que, du coup, ce test, il vous a apporté de l'aide? Est-ce que la partie qui a été automatisée était vecteur d'un danger potentiel pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Peut-être que le footer de la page à propos de votre site, s'il est pété, si vous en rendez compte pendant 2 ans après, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que de mettre beaucoup d'argent à automatiser, ça va pas faire perdre de l'argent à la boîte? C'est une approche très pragmatique, le good enough. C'est bien les gens qui sont pragmatiques, mais des fois c'est un peu dur de cerner leur stratégie. Parce que le good enough, ça a l'air d'être clair dans sa tête qu'il fait ça. Mais c'est clair que chez lui. C'est clair que dans la tête de la personne qui good enough. Après, c'est quand même intéressant de se dire que... C'est intéressant de se dire, avec ce magnifique graphique qui montre des choses, que automatiser ces tests, en fait, ça a un coût. C'est un investissement de temps. Et donc, ce graphique qui vient de s'afficher, un peu en retard, c'est très compliqué à lire, hein, vous faites pas mal au crâne. L'idée, c'est un tableau qui vous dit à partir de combien de temps je perds du temps. C'est-à-dire, un exemple de lecture, c'est de se dire, je prends la colonne daily, et je prends la ligne 30 minutes ou 1 heure, allez, 1 heure. Et bien, si je fais une tâche tous les jours, pendant 5 ans, et que j'arrive à économiser 1 heure dessus, il faut que je mette 2 mois à écrire mon automatisation. À partir de 2 mois, j'aurais perdu du temps. Il aurait mieux valu que je le fasse à la main. Ça, c'est un peu intéressant de se dire, je vais redessiner toute ma CI, gagner 30 secondes. La CI, je la fais tourner 5 fois par jour. Ça va me demander un projet peut-être de réarbo de 2 mois.
Et en fait, quand on regarde, Sur 5 ans, ça sera pas worth. sur 5 ans, il me faut 6 jours en fait. À partir de 6 jours, autant que j'attende ma CI, ça vaut pas le coup. Donc c'est un peu frustrant, mais chez les Goodenough, ils ont compris un peu ça, qu'ils allaient mettre du temps à investir. Et Mycon, il en parlait dans le fameux livre de 2009, où il disait, en fait, vos tests vont un jour coûter plus qu'ils vont vous rapporter. Et ça, c'est parce que le test, c'est du code qui tourne, c'est de la CI, et la machine qui fait tourner votre code, vous la payez, en fait. Et donc, fatalement, vous allez arriver à un moment où vos tests vous coûtent plus cher qu'ils vous rapportent d'argent, parce que le temps, en fait. Ouais, mais clairement, ça va nous... sur ce point-là, souvent, les Goodenough, ils se disent « j'ai juste besoin de ça ». Ils pensent à un besoin local, ils ne pensent pas forcément énormément sur le temps. Et on va peut-être voir ensemble des raisons qui pourraient évoquer l'écriture de tests sur le long terme et cette non-rentabilité des tests. Ouais, quoi en penser? Au global, nous, on pense que ces 4 catégories, ces 4 familles, elles ont toutes les 4 torts sous certains aspects. Donc, ne soyez pas trop triste si vous vous sentez dans une famille et que vous vous sentez jugé. On est tous nuls, tous et toutes. Clairement, on s'est posé la question avec Jules, des motivateurs, en dézoomant un peu, des motivateurs qui pourraient nous pousser à écrire des tests. Alors, on a créé le grand kiosque du Lyon.js, que vous allez voir dans quelques secondes quand l'écran se rafraîchira, où on s'est dit quels sont les motivateurs principaux et de premier ordre qui légitimeraient l'écriture de tests automatisés. Donc on ne va pas parler de gagner du temps, parce que ça c'est une conséquence, ce n'est pas un intérêt direct. Donc on va essayer... Hop, voilà, on est bon. On va essayer de parler de motivateurs directs, et pour ça on va essayer de faire un peu d'interaction avec la salle. J'espère que vous êtes chaud et le cerveau à l'aise et prêt. Donc pour vous, quels seraient des motivateurs directs qui devraient vous pousser, toutes et tous ici, à écrire des tests automatisés? Vas-y. Devant. J'ai un bug, je veux pas qu'il se reproduise. Ok, donc c'est de la non-régression. Ouais. C'est-à-dire, j'ai trouvé un trou dans mes tests et je veux pas que ça reproduise. Je veux vérifier que mon code, finalement, il soit stable. L'idée, c'est d'assurer une certaine stabilité dans une code base. Éviter de faire des erreurs qu'on aurait pu éviter. Donc, c'est s'assurer de non-régression. Ça, c'est la réponse que dans plusieurs fois, on a donné ce talk qu'on nous donne en premier. C'est souvent l'intérêt qu'on voit le plus rapidement. Mais, comme vous repérez dans ce magnifique kiosque, il y a 4 autres raisons qui peuvent être évoquées. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Au 4e rang, tu avais une autre idée? J'allais parler presque de la même chose, mais de ne pas shipper un truc en prod, d'être stressé. Ok, de la confiance, d'avoir la confiance sur son code. Ouais, exactement. On peut même peut-être aller un peu plus loin et dire qu'on peut avoir de l'observabilité, c'est dur à dire, sur notre code. En regardant l'état de notre CI, on peut savoir en un coup d'œil, rouge ou vert, est-ce que mon application, elle marche, elle est dans un état que je peux ship. On a appelé ça l'intégrité. C'est être capable de se dire rapidement, grâce à un ensemble d'automatisation, on a de la confiance qui se génère, de se dire ouais, là ça va, je pense que le projet il tourne. Okay, ça peut servir notamment quand on fait des montées de version de framework et d'outils. Vous voyez à quel point la CI peut être rouge, ça va vous dire ouais, globalement c'est l'enfer ou globalement ça va bien se passer. C'est un des intérêts premiers d'écrire de l'automatisation. Ok, autre truc, c'est sympa le CSS, on a bien travaillé. Waouh. Ouais, vas-y. Alors pour ma défense, là c'est joli sur notre écran. Ouais, sur mon ordre. Jamais entendu ça marche sur ma machine. Yes. On aurait dit pour vérifier l'impact de sur quoi on travaille. L'impact, tu veux dire Pour s'assurer que ce sur quoi on a travaillé n'a pas impacté autre chose. d'impacter ailleurs, ouais. On va le mettre dans la stabilité parce que c'est s'assurer que ça stabilise et qu'on casse pas des choses. Allez, on continue. Plein d'idées. Oh là là. Allez, Paul, pour ta participation. Quoi? La vitesse. La vitesse, ça c'est la finalité. C'est une conséquence. On va travailler vite. Pardon, je t'engueule pas, mais je suis juste très passionné. Allez. Oui, toi là-bas. Quand je code, je sais où je vais. Et j'ai un indicateur, mon code il fait exactement ce qu'il est prévu pour faire. Ah, très intéressant, merci de révéler l'aspect conformité. En fait, C'est celui-là, je crois, Jules, c'est ça? C'est le rouge. Ouais, c'est le rouge. C'est la conformité. Tu es capable d'amener des preuves pour toi-même et les autres que ce que tu as pu faire est conforme à l'attendu.
Donc tu proposes des exemples de « Ah oui, non, mais ce que je vous assure, hein, ce que j'ai fait, ça marche ». Et ça, c'est un des intérêts premiers du test. OK. Ouais, vas-y. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais plus la performance plus que la vitesse de l'exécution. Ouais, alors... Oui, on peut le mettre dans Ah, une catégorie. On reviendra vers toi. Ok, très bien. Il y a une autre catégorie. Pardon, j'ai perdu le compte de qui voulait parler. Vas-y, je t'en prie, parce que je te connais. Toi. Documentation. Waouh, incroyable. Alors celui-là, il vaut 2 points. C'est documenté. En fait, on n'y pense pas assez, et merci de le relever, mais ça laisse une trace du comportement de votre application, un test. Donc en fait, c'est super important, parce que quand vous avez des grosses test base, coucou Bedrock, qui ont 10 ans, et ben, moi je suis très content d'ouvrir des tests et de faire « Ah, ce morceau de code-là, qui me semblait cryptique, a en fait plein de tests, et donc je comprends, sans même ouvrir le code de la fonction, ce qu'il est censé faire. » C'est très sympa quand même, parce qu'un commentaire, c'est cool, mais ça vieillit mal, un commentaire. Ouais. Ça, c'est fort. Vous en avez trouvé 4 sur 5, c'est la première fois. Le dernier, il se rapproche un peu de ce que tu as dit. Mais essayez de penser plus générique, pas juste la performance. Est-ce qu'un test automatisé, il vous permet de faire quoi que vous ne pouvez pas faire quand vous ne l'avez pas? Ouais. Vas-y. Pas tester manuellement. Ouais, de ne Ouais. pas tester manuellement, mais imagine un tunnel de paiement, tu as 12 étapes, et toi, tu rajoutes un bouton à la 12e étape. Oui, justement. Ouais. Tester manuellement, c'est hyper long. Tu dois faire tout le parcours utilisateur. Yes. Carrément. Tu peux tester juste la partie. Segmenté. Pardon? Segmenté. Segmenté? Ouais. Alors oui, en vrai, sur le tunnel de paiement, nous, on va peut-être... Plutôt Passe- dire passe la après. reproductibilité. C'est-à-dire que des cas qui sont très pénibles, donc la pénibilité que tu évoquais, la performance, ben ça, c'est des cas qui sont assez pénibles à valider à la main, alors que d'avoir une test base, ça va vous permettre de vous apporter des cas de reproduction. Un tunnel de paiement, par exemple, c'est très pénible à tester à la main, parce que est-ce que vous allez avoir une vraie carte, est-ce que c'est un environnement où vous pouvez payer, pas payer, etc. Automatiser ce parcours-là, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Donc pour nous, il y a 5 motivateurs qui doivent légitimer l'écriture de tests. Ça, c'est les motivateurs principaux. La vitesse, etc., c'est des conséquences. Mais pour nous, c'est ça qui devrait déclencher une sonnette à l'intérieur de nos têtes et nous dire « écrivons des tests Ça dépassait sur notre écran aussi, si jamais. ». Ouais. Voilà. Ah, My bad. ok, c'est cool. On vous dit qu'est-ce qui doit déclencher, mais je me suis senti dans une catégorie de personnes évoquées tout à l'heure. Qu'est-ce que je devrais faire si je suis sceptique, believer, technophile ou good enough? Alors, pour les believers, Et ben pour les believers, on teste pas parce qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce Alors- qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? ouais, alors, ou alors on n'a pas le temps, ou on a peur de setup les outils. On n'a peut-être pas les compétences, on Ouais. pense que ça fait peur, on est peut-être encore bloqué sur des modèles de 2009 qui nous disent attendez, mais mettre une stack en place, c'est super compliqué, les outils ils font peur, des configs comme Jest par exemple, ça peut être un peu impressionnant. On leur dit quoi? Bah, pour les tests unitaires ou ce que disait Younes étroit, l'outil qu'on va vous recommander, on fait les choix dans cette présentation, on va vous recommander Vitest. On ne va pas vous recommander Jest, on va vous recommander Vitest. Jest est un super outil. Alors, pendant longtemps, je disais, si je devais aller sur une île déserte et emmener un outil dans ma poche, c'est Jest. C'était pratique, on installait ça, on pouvait faire plein de choses, mais on pouvait faire plein de choses en 2011, quoi, il y a 10 ans. En JavaScript a beaucoup évolué, l'écosystème a évolué, et setup une stack Jest avec TypeScript, avec l'univers des outils, c'est très très douloureux, et Jest pose pas mal de soucis de performance avec les nouvelles API de Node. Vous avez peut-être eu des problèmes de multithreading avec Jest. C'est un enfer aujourd'hui en 2025. On va vous conseiller Vitest. Et comme cette présentation n'a pas pour but de vous dire comment installer tous les outils, on va vous recommander une conférence en visio qui a été faite par Vladimir, où il fait un live coding d'un setup d'une stack Vitest from scratch et qui montre des démos de en quoi ça l'aide dans sa développeur expérience de dev JS TypeScript. Donc elle est très bien cette presse, je vous la recommande. Ok, c'est cool, donc retenez que notre conseil, jetez-le à la poubelle s'il vous plaît pas, mais préférez Vitest à Jest en 2025. Pour le test d'UI, on va vous dire un petit truc très simple, c'est adopter Playwright en 2025. Il y a plein d'outils maintenant qui permettent de faire ça, c'est moins roots qu'il y a 10 ans. Il y a Cypress, peut-être qu'il y a des gens qui ont du Cypress dans la salle, donc c'est tester des interfaces. Playwright a un modèle qui est peut-être un peu économique aussi, qui est peut-être plus stable dans la longueur, parce que Cypress, ils ont un intérêt à faire tourner les tests chez eux, donc il y a beaucoup de features qui sont vendor lockées ou privatisées. Playwright, pour le coup, c'est vraiment un monde libre qui est sympa.
Et pour ça, Jules, on va peut-être essayer de montrer des choses. Showtime. Donc, pour faire une démo de Playwright, il nous faut une app, Jules. Qu'est-ce que tu nous as développé comme application? Alors, en fait, en toute humilité, j'ai fait le web. Waouh. C'est-à-dire, j'ai fait une application incroyable, puisqu'elle représente une fractale. En fait, les applications web, finalement, ne sont que des éléments cliquables et des appels réseau. Donc, j'ai fait un bouton qui fetch. Voilà. Merci à tous. Donc, je clique, ça fetch ma requête, ça me dit, voilà, ça l'a fait en 1/5 de seconde. La requête s'est bien passée. Magnifique, mais je suis pas sûr de la stabilité de mon application, donc je vais vouloir faire des tests dessus. Comment ça se passe? Je vais donc faire l'init, tout bêtement, Playwright, une commande, et hop, donc j'ai deux dépendances, la dépendance Playwright test pour Playwright, et la dépendance type node, parce qu'on va se permettre un peu de TypeScript, on est en 2025. Et je vais vouloir faire un test simple d'observation. Ouais, pendant que tu te setup pour écrire dedans, ce qu'il faut remarquer, c'est pour installer Playwright dans votre projet, vous avez une dépendance. Il y a beaucoup de stacks de test end-to-end qui nécessitent l'installation de plein d'outils. Là, vous avez juste Playwright, ça suffit déjà amplement à faire pas mal de choses. Donc là, Jules, tu as envie de tester ta page, c'est ça? Tu as envie d'aller voir sur localhost 3000, de regarder tout le contenu de la page et voir s'il y a Hakuna Matata. Et pour l'œil averti, est-ce que vous avez trouvé Hakuna Matata? Playwright n'a pas trouvé, en tout cas. Ouais, donc ne vous en faites pas, c'est normal si vous ne l'avez pas vu. En fait, il n'existe pas. Donc, dans tout le DOM. Dans tout le DOM, dans tout le CSS inline, dans tout le... Tout. Ouais, je veux pas te vexer, mais il pue un peu la merde ton test. Hein. Ah ouais. Il y a peut-être moyen, en 2025, de suivre des conventions assez normées où on récupère pas du DOM et on cherche dedans comme des fous. On va essayer d'aller par des structures sémantiques fortes, aller chercher, je sais pas, un truc qui a pour rôle le titre dans ta page, et je crois que c'était API Fetch ou un truc comme ça. Là, donc là, tu peux get by role ou get by role heading, un truc comme ça. Ça, vous retrouvez ces syntaxes dans plein d'outils de test en 2025. Et là, en gros, il dit juste trouve dans le DOM l'élément qui a pour responsabilité d'être un titre et cherche Hakuna Matata. T'insistes un peu fort, mais tentons. Ça me sert à quoi, du coup, ça? Ça va te servir. Il y a Hakuna Matata dans ton test? Attends, j'attends si Playwright il l'a vu. Ah non, non. Playwright il l'a pas vu. Par contre, il a vu un autre titre. Et vous l'avez peut-être vu aussi. Un titre qui m'a demandé beaucoup de temps à développer, API Fetch Demo. API Fetch Demo. Donc le conseil qu'on vous donnera, en plus d'utiliser des outils comme Playwright, mais dans tous vos outils de test, même si vous faites du React Testing Library, Vue Testing Library, utilisez ces sélecteurs accessibles en priorité. En plus, vous allez vous assurer qu'il y a une sémantique dans vos composants et vos pages, et c'est très important. Ok, c'est cool. C'est vert. C'est vert. C'est bien. T'as pas pété ton appli. Ouais. Par contre, en vrai, t'as dit le web, c'est lire des trucs, mais il y a des interactions. Comment on fait une interaction dans ton test là? Eh ben, on va aller cliquer sur un bouton. Ok. Donc, c'est le même test. Playwright va faire plein de choses en fait dans le background. Il va initialiser un browser. Là, je lui demande d'aller naviguer sur ma page. Ça prend une ligne, hein, ça va. Et je vais récupérer le bouton avec le rôle. J'ai écouté ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc c'est accessible, on récupère par les rôles. Et je vais aller regarder, j'ai un élément qui a un titre status dans ma page. Et je vais aller regarder si request est successful. Et allez. là, le silence. Le silence, c'est calme. Hop là, merci Playwright. Voilà, donc on a tout ça sans qu'on le contrôle. Il y a un vrai navigateur, ici Chrome, qui démarre, qui lance la vraie page, qui clique dedans, qui regarde ce qui s'est passé. Et ça, c'est assez cool. Sauf que le navigateur, il est en headless. Ça, il y a quelques années, c'était un rêve. On utilisait PhantomJS. Maintenant, on peut utiliser nos vrais navigateurs avec un mode sans tête, ce qui est quand même vachement mieux. Ok ? Bah super. Maintenant, super. C'est génial ce qu'on a fait là. Wow, on a dû révolutionner le testing. Je pense que là, on a un peu choqué les gens. Par contre, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que le test, là, il s'exécute en 640 millisecondes. Ouais, 640 millisecondes, je me rends pas compte, c'est long. En vrai, ouais. En vrai, c'est long. Je sais que ouais. t'es pas très patient, mais ouais, là, c'est vraiment pas long.
C'est vraiment long parce qu'un test unitaire, en général, c'est de l'ordre de la dizaine, en général, c'est dans les dizaines de millisecondes. Là, c'est long, quoi. Si t'en écris, je sais pas, comme plein de boîtes en France, des centaines et des centaines de tests end-to-end, Ouais. bah, à la fin, C'est long. c'est long. Ah. Mais qu'est-ce qui est long, en fait? C'est quoi qui est long dedans? Parce que moi, j'aime bien savoir pourquoi c'est long. J'ai creusé un petit peu. Playwright nous donne plein de données là-dessus. Donc, j'ai 640 millisecondes de test en moyenne. Vous avez peut-être vu le 550 de tout à l'heure, on va l'oublier. Et dedans, j'ai 150 millisecondes qui sont juste Playwright qui init un browser. Donc ça, je peux pas trop couper dedans, mais c'est une fois par fichier. Donc, c'est pas forcément le coût de mon test, c'est le coût de tester plutôt. Voilà. Je vais ensuite avoir 160 millisecondes de la navigation sur la page et du clic sur mon bouton. Ouais. Ça prend un petit peu de temps. Je vais avoir 200 millisecondes où j'attends. Vous vous souvenez, c'est le 0,21 secondes où j'attends mon réseau. Bon, Playwright, il attend aussi. Hein. Tout le monde attend, en fait. Et les 130 dernières millisecondes, c'est Playwright qui cligne des yeux, parce que de temps en temps, il cligne pour faire des observations. Donc, c'est entre un clignement, c'est à peu près 130 millisecondes, des fois un peu plus, un peu moins. Là, on est en configuration par défaut de Playwright, il n'y avait pas de fichier de config. Donc, oui. Donc on a des moyens de moyenner. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut gagner, Jules? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors là, on va essayer de faire des économies. 150 millisecondes, on a dit que c'était par fichier de test. Donc, si on a envie d'être un petit peu crade mais perf, on peut tout mettre dans un seul fichier et avoir les 150 millisecondes une fois. Après, on exécute nos tests en séquence. Donc, en mettant dans plusieurs fichiers, on peut paralléliser. Donc, il y a moyen de moyenner. Mais voilà, on ne pourra pas faire grand-chose. Les 160 millisecondes d'après, je ne vais pas y toucher. Je vais d'abord m'occuper de suivi d'après. C'est un piège que je me suis mis tout seul. Les 130 millisecondes, c'est Playwright qui cligne des yeux. On lui met un petit peu de sérum phi et on lui dit garde les yeux ouverts. Ça, en termes de consommation CPU, c'est pas zinzin, mais ça nous permet de gagner 130 millisecondes. Et moi, j'aime bien gagner du temps. Et là, j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais comment on fait? Il me reste, donc pour rappel, mes 160 millisecondes, c'est mon test et 200 millisecondes de réseau. Bon, subtil, hein, toujours. J'aimerais bien arriver à 160 millisecondes parce que là, on aurait gagné du temps. Ouais. Comment on fait? Alors, on va faire des tests bout en bout en coupant dans l'arbre peut-être. Ouais. Et si on arrêtait de fetcher des vrais API dans nos tests d'interface? Je pense que je ne vais pas me faire des amis dans la salle, mais dans vos tests end-to-end et d'interface, quelle valeur ont vos tests? C'est tester aussi l'interface. Peut-être que moquer les API dans vos tests end-to-end, ça va vous faire gagner énormément de temps. Ça va vous permettre de tester des évolutions futures de l'API et de voir leurs impacts. Vous allez pouvoir tester des cas d'erreur, parce que un peu comme tout à l'heure, on rigolait avec le parapluie, mais il y a peut-être des gens ici qui font des tests d'interface en branchant les vraies API. Du coup, pour tester les comportements d'erreur, vous devez attendre que les API soient en erreur. Ou quand vous voulez tester les lenteurs de l'API, il faut dire au devback de mettre moins de CPU sur les pods. En vrai, être capable de tester les API et les comportements à un peu limite, c'est assez cool avec le mock des API. Il y a 10 ans, il fallait faire des librairies à la main. On peut citer Bedrock encore. SuperAgent Mock était une librairie qui permettait de faire du mock HTTP avec SuperAgent. Aujourd'hui, avec Playwright, Ça se passe très très bien. Ouais. La documentation elle est super claire et en fait c'est une ligne. On lui donne la tête que va avoir l'URL qu'on veut moquer et il l'intercepte et on lui dit rends-moi cet objet quand j'appelle cette URL et c'est quasiment instantané. Et donc on gagne du temps et on peut reproduire des cas bizarres. Je dis pas que dans toute situation, les tests en moquant les API sont mieux que des tests qui ne moquent pas. Je dis juste que pour des happy pass, utiliser l'API ça peut être cool, mais il faut s'en limiter parce que ça va être des tests qui sont très coûteux à la maintenance et qui vont être très lents à exécuter. Par contre, si vous voulez tester l'interface, n'appelez jamais l'API. Parce que si votre lighthouse de votre site vous dit c'est 2 secondes le temps de chargement, chaque test va durer au moins 2 secondes. Sachez-le. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des CI qui durent 40 minutes. Tiens, dis donc. Qui est ce monsieur? Je crois qu'il y a le nom en bas à droite, la Ouais, vidéo qui va s'afficher un jour. Voilà, l'image qui s'affiche un jour. Vous avez Mathieu Mur qui a donné un lien JS il y a quelques temps déjà, ou plusieurs mois, sur setup une stack Playwright, faire des tests et montrer. On n'a plus le micro. Si, c'est moi. Et setup une stack complète et plein de features qu'on n'a pas montrées là, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de vous montrer en détail toutes les features de Playwright.
Ok. Bon, c'est cool pour les believers. On a essayé de vous prouver que setup des outils, c'est plus si compliqué en 2025. Maintenant, pour les sceptiques, et non, pour les technophiles. Alors les technophiles, eux, ils aiment leurs outils plus que tout. Sur l'intérêt de leurs tests, c'est toujours un petit peu compliqué. On va donner comme conseil d'essayer des approches BDD et ATDD. Derrière ces acronymes compliqués, merci. Derrière ces acronymes compliqués, on a Behavior Driven Design Development et ATDD, c'est Acceptance Test Driven Development. L'idée, c'est de se dire pourquoi on fait des tests en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de tester? Quel comportement qui a de la valeur pour l'entreprise, pour mon produit, je suis en train de tester avant même d'apposer des solutions techniques à mes tests. Ça, vous avez plein de manières de le faire. On vous a montré un exemple tout à l'heure avec du Gherkin, qui est un langage naturel. Là, c'est écrit en anglais, mais on peut l'écrire en français si on a envie. Et on va pouvoir définir des scénarios avec des step definition, comme vous voyez là, où vous allez pouvoir dire du contexte, des choses que votre utilisateur ou utilisatrice fait, et des observations. Et ça, en vrai, ça vous abstrait un peu de l'implémentation du test et vous décrivez fonctionnellement ce que votre test apporte. Ça devient une documentation vivante de votre produit. Un outil qu'on a utilisé, qu'on référence bien, ça va être Cucumber.js. Quand l'image s'affichera, c'est C'est juste un logo, vous imaginez une goutte verte. Ouais, un concombre. Voilà. Super. Cucumber.js, outil relativement simple. J'ai un article sur mon blog où je mets une stack Cucumber en place et j'explique pas à pas comment faire ça. C'est pas si compliqué, clairement. Et puis vous avez une conf entière de Lacert.js, qui était une conf sur les tests dans l'univers JavaScript, qui n'existe plus pour le moment, qui explique BDD with Cucumber.js, qui est assez cool, une petite trentaine de minutes, assez intéressante si vous voulez vous approcher de ces notions. Maintenant, l'autre problème qu'on a identifié tout à l'heure avec les technophiles, c'est ça. Vas-y Jules, je t'en prie. Et ben, en fait, ils aiment bien leur code, ils sont proches de leur code, ils prennent soin de leur code. Mais est-ce ils mettent autant de soin à leur test base? Parce que votre test base, elle prend soin de votre code base, mais qui prend soin de votre test base finalement? Il y a un méchant dans John Wick 4, c'est ma slide, je suis fier. Il dit how you do anything is how you do everything. Donc en fait, si vous soignez votre code, soignez aussi vos tests. Et comment on fait Comment on fait ça Clairement, il y a plein d'outils. Dans une stack JS, vous êtes au Lyon.js, clairement, vous pouvez aujourd'hui utiliser des linters et des règles qui vont vous empêcher de mal utiliser vos outils. Donc là, on a expect, c'est s'assurer qu'il y a au moins un expect dans vos tests. Quand je l'ai activé dans un projet, j'en ai trouvé 15 des tests qui faisaient aucune observation. Oui, c'est la réalité, hein. C'est triste, mais c'est la réalité. Pour les sceptiques, maintenant, donc c'est les gens qui doutent, n'objectivez pas le coverage. Pitié. Plutôt utiliser des stratégies. Si vraiment vous voulez un indicateur quantitatif et qualitatif de votre test base, optez pour le mutation testing. Je vais dire rapidement, c'est une stratégie où vous allez générer des mutants de votre code source et vous allez éprouver votre test base à détecter des modifications dans votre code base. Est-ce que votre test base fait assez d'assertions pour détecter des changements qui pourraient casser votre application? Par exemple, une fonction qui n'a plus de retour, est-ce que vous vous en rendez compte? Bon, avec le typage aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont péter à la compilation, mais là, il va être capable de détecter d'autres problèmes et ça va être beaucoup plus intéressant. Il y a une présentation de Loïc qui donne ça en détail en vidéo sur le mutation testing. Il aborde d'ailleurs aussi un autre concept qui est en fait avoir beaucoup de tests qui run à chaque fois, c'est cool, mais nous on peut donner un conseil, c'est de cibler en fait les tests que vous allez run. On en a parlé tout à l'heure quand on touche un fichier qu'on code à un endroit et on ne veut pas casser quelque chose ailleurs, mais dans la réalité, ça vous arrive souvent, vous? Alors vous allez me dire oui, et je vais être triste parce que ça veut certainement dire que vous êtes dans un monolithe en spaghetti ball horrible, mais est-ce que vous avez besoin à chaque fois d'être sûr de run tous vos tests du footer quand vous avez juste touché à la partie account? Alors j'ai un biais personnel, mais dans ma vie, j'ai cassé des trucs, hein. J'en ai cassé beaucoup, mais j'ai très rarement, en modifiant quelque part dans le code, cassé l'autre bout de l'application. Parce que j'ai toujours travaillé dans des contextes où on modularisait bien l'application.
Et donc ce cas-là existait rarement. Par contre, à certains moments, j'avais envie d'avoir un aperçu global de ma test base avec, par exemple, je montais une version, moi j'ai fait beaucoup de React, je monte une version de React, je veux voir l'entièreté du projet. Et ça, c'est rare, c'est occasionnel. Dans la vie de tous les jours, je veux juste savoir si j'ai cassé des trucs ou si j'ai pas cassé des trucs. Ah, il faut que je mette le micro carrément sous mes gencives, dedans, ouais. je pense. Donc il y a un flag de vitesse, par exemple, qui s'appelle Changed, quand l'écran voudra bien s'afficher, un flag qui permet de dire, par rapport à votre repo Git, quels sont les fichiers de test qui peuvent être impactés et qui devraient être run. On vous conseille ça dans la plupart des situations. Vous avez ça dans quasiment tous les outils de test étroits. On vous conseille ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Dans les monorepos avec des modules, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ça existe aussi, en fait, vos outils de monorepo. Là, c'est la doc d'Enix, mais en fait, j'espère qu'ils le font tous. Et l'idée, ça va être, vous touchez à la lib10 ici, et vous avez envie de run tous les tests qui importent cette lib10 parce que vous ne voulez pas ou run tous vos tests, ou alors ne run que les tests de la lib10, ça n'aurait pas de sens. Et donc, Enix prend déjà ça en charge, inspecte vos dépendances et run que les tests qui sont affectés au code que vous avez touché. Donc ça, si votre architecture vous le permet, que vous êtes en monorepo, c'est good, faites-le. Mais du coup, ça casse complètement le coverage, parce que l'indicateur de coverage, il va vouloir savoir sur l'entièreté de la test base, est-ce que vous avez augmenté le nombre de lignes couvertes? Là, quand vous lancez du changed ou du affected, ça va être compliqué, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est pas très intéressant d'analyser juste quantitativement le nombre de lignes exécutées lors de vos tests. Un autre truc, c'est le moment bail qui existe dans plein d'outils de test, c'est est-ce que dans votre CI, vous avez besoin de vraiment savoir la liste complète de tous les tests cassés par votre développement? En vrai, vous voulez juste savoir si c'est cassé. Vous voulez pas savoir tout ce qui est cassé. Ça arrive, mais c'est plus rare de savoir un mode où vous voulez savoir le dictionnaire de tout ce que vous avez cassé. Ça arrive dans l'année. Mais la plupart des cas, vous voulez juste savoir est-ce que c'est cassé, est-ce que c'est pas cassé. Okay? Et ça, c'est écologique, économique, parce que qui n'a jamais attendu un runner parce que tout le monde touche plein de trucs dont on sait que ça va casser? Faites des économies, utilisez le moins bail. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas, les notes ont cassé. Les notes ont cassé, on est en impro. Pour les good enough, Jules. Ah, pour les good enough. Donc les good enough, c'est ceux qu'on aime bien. On se souvient, enfin, c'est pas qu'on n'aime pas les autres, mais ils ont fait un choix, c'est très bien, mais le choix, il est que dans leur tête. C'est super dur à transmettre comme connaissance. Il faudra un moyen de pouvoir se transmettre de la connaissance dans le temps. Est-ce qu'on a inventé ça? Ouais, on a inventé ça largement. Pour aller plus loin, c'est est-ce que vous avez changé de mission, changé de projet? On vous a dit, ouais, chez nous, on fait des tests, et vous avez galéré à comprendre la définition des tests dans la nouvelle entreprise que vous avez rejoint, ou le nouveau projet. Parce que chaque boîte a sa vision, sa stratégie, etc. Pour nous, là, c'est de documenter votre stratégie de test. Et à ça, on a essayé de proposer un standard que vous pouvez essayer d'adopter sur vos projets pour essayer de partager aux gens qui arrivent, d'onboarder plus facilement sur votre stratégie de test. Et roulement de tambour. On a des readme.md pour le code. Non, on a les readme.md pour le code. On a les contributing.md pour accompagner les gens à contribuer à votre projet. On vous propose un testing.md. Et ce testing.md, on va vous le présenter ici et vous allez reconnaître un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un format où le GIST est disponible, où vous allez devoir exprimer pour chacun des besoins primaires de faire des tests automatisés, en quoi votre test base elle répond à ces besoins. Et on pense avec Jules qu'en écrivant du texte ici dans la langue souhaitée, vous allez versionner, faire un architecture decision record un peu de... Ouais. C'est quoi la stratégie sur ce produit, sur cette librairie de sur test, cette feature? Sur cette feature, c'est quoi la stratégie de test pour la stabilité, la conformité, l'intégrité, la reproductibilité, la documentation? Et je vous assure que si vous faites cet effort-là, normalement, l'onboarding sur votre test base sera simplifié dans vos projets. Ok, c'est cool. C'est cool? C'est cool. C'est cool, mais on n'est pas en avance. On n'est pas en avance, mais c'est pas grave. Bon, au final, Jules... Toute cette présentation-là, on a parlé de stratégie de test. Est-ce qu'on n'aurait pas dit, j'aurais passé 45 minutes à dire qu'il n'y a pas de meilleure stratégie et que la seule réponse, c'est « ça dépend ». Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. On n'aura pas le temps pour les questions.
peut-être une chose. Bon, on va plutôt préférer vous prendre des questions, des Ouais. retours. On disparaît pas, on reste pas loin de toute façon, donc N'hésitez pas à ce venez moment-là. nous voir. Vous avez le lien du repo de Jules où il y a toute la présentation. À gauche, ça doit être l'open L'open feedback. feedback. Et là, je vous mets, vont circuler les bandes annonces de nos références Voilà. de tout ce talk. Trop bien. Ok. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore très très fort. C'est pété. On a tout pété.